Bonjour tout le monde et bienvenue au cours théorique édition spéciale cours en pyjama à la maison. Alors aujourd'hui, on va voir la partie 2 du chapitre sur le chien. Ça correspond dans vos notes de cours, votre cahier théorique, les pages 6 à 14. Alors on va commencer à la page 6 de vos notes de cours avec l'alimentation des chiots orphelins. Alors, dans une situation où la mère est décédée, absente ou parfois trop malade pour pouvoir allaiter ses chiots, on va devoir utiliser une formulation de remplacement. Alors, c'est important de ne pas utiliser le lait de vache entier qui contient seulement 3,25 % de matière grasse, tandis que le lait d'une chienne qui va allaiter ses chiots contiendra environ 9 à 10 % de matière grasse. Alors à ce moment-là, on doit utiliser des formulations commerciales qu'on peut acheter soit en animalerie ou dans une clinique vétérinaire, ou encore on peut faire il y a des recettes maison, on peut le faire à la maison. Il y a quelques exemples dans vos notes de cours qui ne sont pas à mémoriser, c'est seulement pour vous donner quelques exemples. Alors, les repas, on va pouvoir alimenter les chiots à l'aide d'un petit biberon. Ça aussi, on peut acheter ça dans une animalerie ou un hôpital vétérinaire. Si les chiots sont hospitalisés, par contre, on peut utiliser un petit tube gastrique. Au minimum, la fréquence des repas devra être aux 4 heures, mais en fait, quand ils sont beaucoup plus jeunes, c'est vraiment presque à toutes les heures, en fait, et on va pouvoir espacer les repas de plus en plus au fil du temps qu'ils vont vieillir. Pour savoir combien donner, parce que c'est important d'avoir une idée des besoins énergétiques, des besoins en calories des chiots, à ce moment-là, ça va dépendre de l'âge et du poids. Et avec ces informations-là, il va falloir calculer les besoins. Vous avez une charte dans vos notes de cours avec un exemple comment les calculer, mais ça non plus, je ne vous demande pas de mémoriser cela. C'est juste pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que suite au repas, il faut stimuler la défécation et la miction en faisant un petit massage avec une petite serviette humide dans la région périanale, comme vous pouvez voir ici sur l'image en bas de l'écran. Par contre, là, ici, moi, j'observe qu'elle n'a pas de gants. C'est peut-être quelque chose à laquelle je penserais personnellement. Mais bon, on peut toujours se laver les mains, n'est-ce pas? Alors maintenant, à quel âge se fait le sevrage des chiots? Évidemment que les chiots de la naissance jusqu'à 4 semaines vont exclusivement être nourris par l'allaitement de leur mère ou par les formules de remplacement comme on vient de le voir. Dans vos notes de cours, c'est mentionné 4 semaines, mais parfois ça peut débuter dès 3 semaines. Ensuite, de 3, 4 à 6 semaines d'âge, c'est là qu'on va procéder au sevrage des chiots. Alors à ce moment-là, on va diminuer l'allaitement et introduire de la nourriture pour chiots graduellement. Alors à ce moment-là, pour ce faire, on va séparer la mère des chiots pendant quelques heures par jour et on va commencer par les séparer de la mère d'une période de plus en plus longue jusqu'à temps qu'on puisse faire une séparation complète. Au départ, ça peut être difficile pour les chiots de mâcher une nourriture en croquettes, donc on peut utiliser une nourriture pour chiots en conserve ou encore un truc que j'aime bien puis que je trouve plus simple, souvent pour les clients puis peut-être plus économique, c'est de prendre la nourriture en croquettes pour chiots mais de l'imbiber avec de l'eau tiède, puis à ce moment-là, ça devient plus facile à mâcher pour les chiots. De l'âge de 6 à 8 semaines, on va passer à la nourriture pour chiots seulement. Et jusqu'à l'âge de 4-5 mois, ça va être important de savoir qu'on doit donner au moins 3 repas par jour minimum. Même que pour les plus jeunes, j'aime bien donner au moins 4 repas. Mais bon, le minimum, ce sera 3 repas. Et par la suite, quand l'animal deviendra adulte, on va pouvoir donner la ration quotidienne en 2 repas par jour, comme on l'avait vu là, dans la section sur l'alimentation du chien adulte. Alors, quand viendra le moment d'aider la mère à diminuer sa production de lait, on va la nourrir avec une nourriture de maintien. On lui donnait une nourriture pour chiot, alors maintenant, on va faire la transition pour une nourriture pour adulte. Et puis, quand ça va être le temps là, de complètement cesser la production de lait, on va faire un jeûne de 24 heures d'eau et de moulée à la mère pour diminuer là, vraiment de façon significative la production de lait puis prévenir les prochaines montées de lait parce qu'autrement, les glandes mammaires vont devenir très engorgées puis c'est très, très douloureux pour la mère. Alors maintenant, l'alimentation des animaux gériatriques, on va considérer un animal gériatrique, un animal qui est plus de 7 ans. Alors, les chiens de grande race sont considérés gériatriques étant plus jeunes. On sait que les Grands Danois, les Saint-Bernard et toutes les races géantes comme ça, on a une espérance de vie qui est plus petite que les chiens de petite et moyenne taille.
Alors, c'est certain que les animaux âgés ont besoin de moins de calories car ils sont moins actifs de façon générale. Ils devront aussi avoir une diète réduite en protéines, en phosphore et en sodium pour faciliter le travail des reins avec les organes là, vitaux qui sont vieillissants. Plusieurs diètes gériatriques vont être aussi supplémentées en glucosamine, par exemple, qui est un supplément qui est bon pour la santé des articulations. Il y a aussi d'autres suppléments comme les oméga-3, par exemple, qui peuvent être favorables pour la santé du cœur. Là aussi, c'est important de savoir que même si un animal devient gériatrique, il faut continuer à lui faire de l'activité physique pour qu'il puisse maintenir une bonne musculature et prévienne aussi le surplus de poids là, qui peut mener à l'obésité puis qui va rendre plus susceptible à développer des problèmes de santé. Alors ici, vous voyez, on commence à parler d'obésité chez les animaux de compagnie. Vous voyez sur l'écran, il y a un petit crayon. Alors quand vous allez voir dans les prochaines, d'ici la fin de la présentation, ce petit crayon-là, c'est parce qu'il faut prendre l'information en note qui n'est pas dans vos notes de cours. Alors ici, l'information à prendre, c'est que l'obésité, c'est vraiment le problème de santé le plus commun chez les animaux de compagnie avec les problèmes dentaires là, qui sont vraiment extrêmement répandus aussi. Alors, pourquoi c'est si important de prévenir l'obésité chez les animaux de compagnie? Bien parce que l'obésité va prédisposer l'animal à développer toutes sortes de maladies comme le diabète, des problèmes urinaires, on voit ça surtout chez le chat, des problèmes de constipation, des problèmes d'articulation parce que le poids de l'animal, le squelette n'est pas fait pour avoir à transporter un surplus de poids là, de façon quotidienne. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va diminuer l'espérance de vie de l'animal qui sera obèse de façon considérable. Alors, quand on n'a pas pu prévenir l'obésité, à ce moment-là, il va falloir traiter l'obésité. Alors, comment ça va se faire? Évidemment, il faut être très patient et très persévérant pour pouvoir arriver à faire perdre du poids à un animal. On va sûrement prendre au moins 6 mois là, avant que l'animal puisse retrouver un poids idéal. C'est comme chez les humains, on ne peut pas demander à un animal de perdre du poids là, de façon très rapide parce que ça serait trop difficile puis ça ne serait pas bon pour son métabolisme non plus. Alors, comme chez l'humain, là, les bases de la perte de poids, ça c'est important de bien le noter. C'est pas compliqué, il n'y a rien de miraculeux là-dedans non plus chez les animaux, mais il faut diminuer l'apport calorique puis augmenter l'activité physique de l'animal. Pour que l'animal obèse perde du poids, il va falloir lui fournir 65% des besoins caloriques qui seraient nécessaires au maintien de son poids idéal et non pas de son poids obèse. Donc, c'est pour ça que si on utilise une nourriture de maintien, ça va être très difficile pour l'animal parce qu'il faut vraiment diminuer les portions de façon assez significative, ce qui fait que le chien risque d'avoir encore faim, risque de quémander auprès du propriétaire. Puis ça fait en sorte que c'est très difficile pour les clients de maintenir le cap avec la perte de poids parce que comme le chien il a faim puis quémande, bien souvent il abandonne le programme de perte de poids. C'est pour ça que c'est vraiment préférable d'utiliser une diète de perte de poids ou une diète hypocalorique. Ces diètes-là sont restreintes en calories et en même temps contiennent des fibres qui font en sorte que l'animal se sent satisfait, ça fait comme bourrer là, l'animal pour lui donner l'impression d'avoir suffisamment mangé puis éviter là, cette sensation là, d'avoir toujours faim. Alors, de cette manière-là, comme je viens de le dire, avec les fibres, le fait que cette diète-là est plus faible en calories, mais on peut lui donner une plus grande quantité de nourriture, donc ça satisfait l'appétit de l'animal puis ça va être beaucoup plus facile là, de suivre le programme de perte de poids de cette façon-là. Alors, dans vos notes, vous avez un exemple de comment calculer la quantité de nourriture selon le poids réel et tout ça. Je ne vous poserai pas de questions là-dessus non plus. C'est vraiment les principes que je veux que vous appreniez. Pourquoi c'est si important de bien comprendre les principes de perte de poids chez les animaux de compagnie? Mais c'est parce que dans les cliniques vétérinaires, c'est les techniciennes généralement qui sont responsables de ces programmes-là. Ça va être vous là, qui allez rencontrer les clients puis vous les aider à choisir la nourriture, les aider à calculer la quantité de nourriture à donner à leurs animaux. Et normalement, on va céduler avec les clients une visite à chaque semaine pour pouvoir peser les animaux et s'assurer que la perte de poids est là, mais en même temps qu'elle n'est pas trop importante puis qu'elle est progressive. C'est important que l'animal perde du poids, mais pas trop rapidement. Ça, c'est particulièrement vrai chez le chat qui a un métabolisme au niveau du foie qui est très sensible. Alors, si on cause une perte de poids trop rapide chez le chat, ça peut causer de l'engorgement graisseux au niveau du foie, ce qu'on appelle une lipidose hépatique. On va reparler de ça quand on parlera des maladies principales du chat. Donc, chez le chat, il ne faut pas que l'animal perde plus que 3% de son poids par semaine.
On va poursuivre le programme de perte de poids jusqu'à temps que l'animal atteigne son poids santé. Puis ensuite, on va réajuster la quantité de nourriture pour que l'animal ait une quantité suffisante pour combler ses besoins d'entretien, ses besoins de maintien. Parfois, on va retourner à une nourriture pour adultes. Parfois, si l'animal a vraiment une grosse tendance à prendre du poids, on peut y aller avec une diète qui est quand même restrictive sans être une diète de perte de poids, mais qui est une diète là, qui est à calories réduites. Bon, maintenant, on va parler des suppléments, les fameux suppléments qu'on va souvent retrouver dans les animaleries. Alors, c'est important de savoir que les suppléments sont normalement inutiles là, si on donne une nourriture de bonne qualité à notre animal. Même qu'un excès de vitamines puis de minéraux aussi là, pourrait être aussi dangereux qu'un manque de vitamines et minéraux. Alors, c'est important de savoir ça. Puis, si on va utiliser des suppléments, bien, que ça soit suite à un conseil de votre vétérinaire. Maintenant, pour ce qui est des restants de table, les fameux restants de table, je ne sais pas si je vous ai déjà conté l'histoire de la cliente qui était venue me voir avec un petit shih tzu, je pense, si je me souviens bien, qui vomissait depuis le matin, qui avait une grosse gastro-entérite, vomissement, diarrhée. Et puis, j'essaie de voir avec elle, en lui posant toutes sortes de questions quand je prends l'anamnèse. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour finir par lui faire confesser, si on peut dire, qu'elle avait donné un gros morceau de shortcake aux fraises à son chien. Alors ça, c'est sûr que pour un humain, ça peut paraître une petite gâterie, mais pour un petit chien de 10 livres, de manger un gros morceau de gâteau plein de crème, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, c'est important de savoir qu'avec les restants de table, on risque de rendre nos animaux malades, hein, d'une part, mais aussi c'est parce que si on commence à donner de la nourriture de table aux animaux, bien souvent, ça va les rendre de plus en plus difficiles. C'est certain que si on donne de la lasagne, de la pizza, du spaghetti à notre chien, à un moment donné, il va lever le nez sur les croquettes, puis ça va venir difficile de l'alimenter avec une nourriture pour chien. Puis tout ça, bien évidemment, ça peut porter à l'obésité. Puis comme je l'ai dit tantôt, pour revenir là la portion maladie de la chose, c'est qu'il y a plusieurs aliments qu'on donne chez les humains qui sont toxiques aussi chez les animaux. On va revenir là-dessus un peu plus tard dans la session. Souvent aussi, on va donner des gâteries à nos animaux, puis c'est correct de donner des gâteries, ça va être vraiment super utile quand ça va venir le temps d'éduquer notre animal puis faire de l'entraînement. Il y a beaucoup d'animaux qui vont être très motivés par les gâteries, mais c'est important de ne pas en abuser des gâteries parce qu'encore là, sinon, on va arriver à un animal qui va avoir un surplus de poids important. Puis aussi, un dernier petit point là-dessus, c'est les gâteries pour l'hygiène dentaire. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs à peu près. Mais c'est bien, mais en même temps, encore une fois, il ne faut pas en abuser. Puis il faut comprendre qu'il n'y a aucune gâterie qui supposément est contre la plaque et le tartre qui va être aussi efficace qu'un bon brossage quotidien des dents. Alors, pour ce qui est de l'eau, mais je pense que ça va de soi. Hein? C'est important que notre animal ait accès à de l'eau fraîche et propre. C'est essentiel pour notre animal d'avoir accès à de l'eau en tout temps qui va être changée là, à tous les jours. Alors maintenant, la reproduction chez la chienne et le chien. On va commencer par définir qu'est-ce que la puberté. Alors la puberté, ça va être le moment où l'animal devient fertile, donc le moment où il peut avoir des bébés. Chez le chien, ça va se produire entre l'âge de 6 mois et 12 mois. Généralement, on va observer la puberté plus tôt chez les chiens de petite race, puis également plus tôt chez les femelles. Une chienne peut avoir 1 ou 2 portées par année et ça serait à prendre en note parce que vous ne l'avez pas dans vos notes de cours. Une chienne va avoir environ 1 à 12 chiots par portée. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement variable. En moyenne, ça sera une portée de entre 5 et 8 chiots et généralement, les grandes races ont plus de chiots par portée que les petites races. Alors, je me souviens d'un de mes amis qui avait un Terre-Neuve, par exemple, sa chienne avait eu 13 chiots. Alors, ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est vraiment des grosses portées. Alors maintenant, on va voir le cycle œstral de la chienne. Alors, c'est le cycle de reproduction dont je parle et non pas là, une histoire d'ésotérisme, là, bien sûr. Alors, le cycle œstral de la chienne on commence par le proœstrus. Le proœstrus qui est une période qui dure environ 9 jours, période durant laquelle la femelle n'est pas réceptive au mâle. Par contre, on va observer une vulve qui va commencer à être tuméfiée, qui est enflée et il va commencer à avoir des sécrétions de sang également pendant cette période-là.
Par la suite, dès que la femelle commence à accepter le mâle, c'est la fin de la période de proestrus et le début de la période d'estrus. C'est la période pendant laquelle la femelle est fertile. La vulve, pendant cette période-là, est encore tuméfiée, encore enflée, et les sécrétions, par contre, sont encore présentes, mais vont devenir plus claires et moins abondantes. Cette période-là va durer environ 16 jours. Évidemment, c'est des estimations parce que d'un individu à l'autre, ça peut varier un petit peu. Ensuite, la chienne va tomber en période de diestrus. La période de diestrus commence dès que la femelle commence à refuser le mâle. Cette période-là dure environ 50 à 80 jours pour ensuite tomber en période d'anostrus. L'anostrus qui est dans le fond une période de repos qui va durer de 2 à 10 mois et ensuite le cycle va recommencer avec le proestrus évidemment. Alors, le premier scénario dont je viens de parler, c'est un scénario où il n'y avait pas eu d'accouplement. Ici, dans le deuxième scénario, si pendant la période d'estrus, il y a eu accouplement et que l'accouplement a fonctionné, la chienne va être en gestation. La gestation qui va durer environ 63 jours chez la chienne. Ça, c'est important de connaître cette information-là. Et ensuite, après les 63 jours, l'animal va mettre bas et va retomber en anostrus jusqu'à temps que la période de proestrus recommence 2 à 10 mois plus tard. Alors, on peut se demander comment on va faire pour savoir dans quelle phase du cycle se trouve une chienne. Mais tout d'abord, c'est son comportement face au mâle. Dès qu'elle accepte le mâle, ça veut dire que la chienne est en estrus. C'est la période qu'on dit des chaleurs. Et dès qu'elle va commencer à refuser à nouveau le mâle, là, c'est la première journée du diestrus. Aussi, pour savoir dans quelle phase du cycle se trouve la chienne, on va se fier aux écoulements. Si les écoulements de sang sont présents au niveau de la vulve, à ce moment-là, on sait que dans la phase du proestrus, les écoulements de sang débutent. Puis on sait que pendant la période d'estrus, ces écoulements-là vont continuer, mais tout en étant plus clairs, moins sanguinolents et moins abondants. Aussi, une autre indication, c'est que pendant les périodes du proestrus et de l'estrus, la vulve va être tuméfiée. Et une autre façon qu'on va utiliser en reproduction, ça va être de faire une cytologie vaginale, c'est-à-dire qu'on va prendre un écouvillon puis on va aller chercher des cellules à l'intérieur de la paroi du vagin qui vont être observées au microscope. Puis dépendamment de la forme des cellules, ça va nous aider à déterminer dans quelle période du cycle la chienne se trouve. Alors, c'est important de comprendre que le saignement chez la chienne, c'est pas du tout comme les menstruations chez les primates. Alors, chez les primates, il va y avoir saignement suite à la dégradation de l'endomètre après la période de fertilité, tandis que chez la chienne, les saignements vont être causés par un plus grand apport sanguin, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins de l'endomètre se développent tellement qu'il va y avoir diapédèse des globules rouges. Alors, diapédèse, c'est que les vaisseaux sanguins sont tellement développés que les globules rouges vont traverser à travers la paroi des vaisseaux sanguins et c'est ça qui va causer le saignement. Et encore une fois, ce phénomène-là va survenir pour se préparer à la fertilité. Alors, pendant la période de proestrus, la femelle est agitée, mange moins, sa vulve est tuméfiée, puis on observe un écoulement sanguin. Également, le mâle et la femelle vont s'intéresser un à l'autre. Le mâle, lui, de son côté, va sentir et lécher la région urogénitale de la femelle. Et on peut observer chez les deux animaux qui peuvent uriner plus fréquemment. Alors, la femelle peut se placer dans une bonne position pour l'accouplement, mais elle va refuser, l'accouplement va refuser de se faire monter par le mâle jusqu'à ce que commence l'œstrus où là, elle va devenir réceptive et qu'il va avoir accouplement possible. Alors, quand l'accouplement va survenir, le mâle monte la femelle en s'agrippant à son bassin avec ses membres antérieurs. Puis suite à l'éjaculation, le mâle et la femelle vont se placer dos à dos, puis vont rester pris ensemble pour une période d'à peu près 10 à 30 minutes, cette période-là qu'on appelle le barrage. Et là, il faut faire attention, il ne faut vraiment pas, si jamais c'était un accouplement qui n'était pas voulu, il ne faut pas tenter de séparer les animaux parce que de toute façon, l'éjaculation est déjà faite, puis pendant cette période-là, si on tente de les séparer, on risquerait de causer des lésions, on pourrait causer des blessures, soit à la vulve ou au pénis du chien. Alors, c'est mieux de les laisser tranquilles et quand c'est terminé, ben voilà. Dans un contexte où les gens font de l'élevage, ben c'est certain qu'ils vont, pour être certain que la femelle soit gestante, pour être certain que l'accouplement a bien fonctionné, il va avoir un accouplement qui va être fait au moins à tous les 2 jours pendant la période d'estrus pour s'assurer qu'il va avoir eu fécondation.
Une autre information qui est importante à connaître, c'est la durée moyenne de la gestation de la chienne. Alors, c'est 63 jours. Ensuite, comment on va faire pour diagnostiquer que la femelle est en gestation? Bien, il y a plusieurs moyens. Premièrement, la palpation. On va palper l'abdomen, puis on va essayer de sentir les petits fœtus, les petites ampoules fœtales. Alors ça va être possible à partir du 21e jour de gestation. Ensuite, il y a le dosage hormonal. L'hormone qui va être dosée, c'est la relaxine. Alors ça va être possible à partir du 28e jour de gestation, idéalement. Ensuite, il y a l'échographie. L'échographie qui sera possible à partir du 21-25e jour. Avant ça, on ne pourra pas voir les fœtus. Ensuite, il y a la radiographie. La radiographie, on va pouvoir voir les fœtus seulement à partir du 42 à 45e jour. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que que le squelette des fœtus commence à s'ossifier avant de pouvoir les voir à la radiographie. Ensuite, il va y avoir des signes qui vont être visibles quand on examine, quand on regarde la chienne. Et ces signes-là vont être un abdomen qui est penduleux, puis évidemment le développement des glandes mammaires qu'on va pouvoir voir. Ici, on a une image d'une échographie. Alors évidemment, quand on fait une échographie dans la vraie vie, l'image est dynamique, c'est-à-dire que l'image bouge constamment. On va pouvoir voir si les fœtus sont vivants. Alors ça, c'est un grand avantage de ce test diagnostic-là avec l'échographie. On peut voir si les fœtus sont en vie. Ça serait à prendre en note. Ensuite, il va y avoir la radiographie. Alors, ce qui est avantageux avec la radiographie, c'est qu'on va pouvoir compter les fœtus de façon beaucoup plus certaine parce qu'on va pouvoir compter quand on va regarder notre image, le nombre de crânes et de colonnes vertébrales, puis ça va pouvoir nous aider à déterminer le nombre de fœtus, de savoir combien notre chienne devrait avoir de chiots dans sa portée. Alors maintenant, je vais vous parler d'un phénomène important chez la chienne, c'est la pseudogestation. Alors la pseudogestation, ça va survenir quand la femelle n'est pas accouplée pendant l'estrus ou s'il y a eu un accouplement, mais il n'a pas été fertile. Et là, à ce moment-là, il va survenir un débalancement hormonal qui va provoquer une pseudogestation. Alors, pendant la pseudogestation, l'utérus va se développer comme si il y avait une vraie gestation, mais il n'y a pas d'embryon. L'abdomen, lui, se relâche et les glandes mammaires vont se développer. Il peut y avoir une montée de lait. La femelle va montrer un comportement où elle se prépare à faire une mise bas. Peut même simuler la mise bas et adopter une espèce de petit objet comme un toutou et le traiter comme si c'était son chiot. Alors, c'est quelque chose qui peut être observé. Puis la pseudogestation, mais c'est un débalancement hormonal qui peut durer aussi longtemps et même plus longtemps qu'une gestation normale. Alors, quand la chienne va être en pseudogestation puis que ça perdure, alors à ce moment-là, on essaie d'augmenter son exercice. On va essayer aussi de diminuer son apport en calories, diminuer sa ration de nourriture pour pouvoir l'aider à passer à travers ça. Mais évidemment que l'idéal, c'est de faire la stérilisation, de faire l'hystérovariectomie parce que ça va complètement régler le problème. Parce que souvent, quand les chiens vont avoir un problème de pseudogestation, c'est quelque chose qui va se répéter plusieurs fois. Alors maintenant, l'accouchement de la chienne qu'on appelle la parturition. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand la chienne est prête à mettre bas? Mais premièrement, on va la voir s'isoler. Souvent, elle va commencer à se faire un nid. Elle va être anxieuse. Souvent, on va voir qu'elle arrête de s'alimenter la journée où ces symptômes-là commencent. Et 12 à 24 heures avant la mise bas, mais il devrait avoir une chute de température corporelle qui va être d'environ 1 degré Celsius qui va être observée. C'est pour ça que les éleveurs, quand ils veulent être sûrs de bien surveiller leur chienne pour savoir environ quand va survenir l'accouchement, mais ils vont prendre la température plusieurs fois par jour quand ils savent que ça s'en vient. Quand il va avoir un début des contractions, mais souvent la chienne va tourner en rond un petit peu, va regarder ses flancs, puis après 10 à 30 minutes de contraction, il devrait avoir un chiot qui va être expulsé. Les petits chiots sont expulsés dans leur membrane fœtale et la chienne va stimuler la respiration du chiot en le léchant. Souvent, on va la voir manger les membranes fœtales. Alors ça, c'est un comportement qui est normal chez la chienne. Ensuite, on va voir les placentas qui vont être expulsés, soit après chaque chiot, le placenta de ce chiot-là sera expulsé ou il y aura plusieurs placentas qui vont être expulsés après la naissance de quelques chiots. Il ne sera pas rare de voir une chienne se lever pendant l'accouchement entre l'accouchement de 2 chiots parce qu'il peut se passer jusqu'à 1 heure entre la naissance de 2 chiots.
Alors, normalement, la chienne est capable de donner naissance toute seule, n'a pas besoin d'aide. Alors, qu'est-ce qui est normal? Bien, comme je viens de le dire, on peut voir jusqu'à 1 heure entre la naissance de chaque chiot. Normalement, chaque chiot va naître après 10 à 30 minutes de forte contraction et on va voir une expulsion de placenta un par un ou plusieurs à la fois lors de la naissance des chiots. Alors, qu'est-ce qui est anormal? Quand est-ce que je dois consulter le vétérinaire puis amener mon animal chez le vétérinaire d'urgence? Bien, c'est quand il y a un arrêt des contractions qui va être de plus de 2 heures puis que je sais qu'il reste des chiots à naître. C'est souvent pour ça que les gens, quand ils ont une chienne qui est gestante, ils vont faire prendre une radiographie de leur chienne pour savoir combien de chiots il attend. Comme ça, s'il y a des complications, bien, ils vont savoir si tous les chiots sont nés ou pas. Ensuite, quand il va y avoir plus qu'1 heure de forte contraction sans la naissance de chiot. Alors ça aussi, ça va être un signe qui fait que je devrais vraiment m'en aller chez le vétérinaire. Et si mon vétérinaire habituel est fermé, bien, il faut que je me rende dans un centre d'urgence. Une autre raison là, pour laquelle on devrait s'inquiéter, c'est quand tous les placentas n'ont pas été expulsés. À ce moment-là, ça peut être dangereux parce que ça peut causer une infection au niveau de l'utérus et ça peut devenir très dangereux. Là, ça peut même mettre la vie de votre chien en danger. Alors, qu'est-ce qui peut se passer comme complication? Bien, ça se peut qu'un fœtus soit mort dans l'utérus. Parfois, c'est un chiot qui est vraiment trop gros pour pouvoir passer dans le canal vaginal ou des fois, il est mal placé. Ce qui peut arriver aussi avec un accouchement qui est long, surtout quand il y a plusieurs chiots, c'est que la chienne devient vraiment très faible, elle devient en manque de calcium, puis à ce moment-là, le manque de calcium fait que l'animal n'est plus capable d'avoir des contractions utérines qui sont suffisamment fortes pour provoquer la naissance du chiot. Alors maintenant, la période après la mise bas, c'est la période postpartum. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors de cette période-là? Bien, suite à la naissance, les chiots vont commencer à téter au niveau des mamelles de leur maman. Normalement, les chiennes s'occupent vraiment très bien de leurs petits, fait qu'on n'aura pas vraiment besoin d'intervenir. Les mamans vont lécher les petits pour stimuler leur respiration. S'il y a un chiot qui s'éloigne, elle va aller le chercher pour qu'il reste bien réchauffé. Puis, c'est important de laisser la tranquillité à la mère, puis qu'il n'y ait pas trop d'action, toutes sortes d'excitation autour, parce que ça peut la déranger. Hein? Elle est fatiguée, elle a besoin de calme. Aussi, ça va être normal de voir des lochies qu'on appelle des pertes vaginales qui vont être brunantes pendant au moins une trentaine de jours. Ça s'appelle jusqu'à 40 jours après la mise bas. Ça, c'est normal. Par contre, il faut vraiment garder un œil là-dessus parce que si ça devient vraiment très verdâtre ou que ça sent vraiment très mauvais, bien, à ce moment-là, ça peut être un signe d'infection. Et là, il faut consulter le vétérinaire pour pas que la situation se dégrade. Là. Puis encore une fois, ça peut devenir dangereux là, pour la femelle. Dès qu'on a un animal avec lequel on ne veut pas faire de l'élevage, qu'on ne veut pas faire de la reproduction, on devrait le stériliser. Chez le mâle, la chirurgie qui va être faite, c'est la castration qui correspond à l'ablation des testicules. Et chez la femelle, il y a une petite erreur ici, c'est pas hystérovarectomie, c'est hystéro-ovariectomie. Alors, ça serait à corriger dans vos notes. Alors, hystérovariectomie chez la femelle qui consiste à l'ablation des ovaires et de l'utérus. Alors, vers quel âge on va faire cette chirurgie-là va être recommandée? Bien, c'est généralement vers l'âge de 6 mois. Dans le passé, il y a eu une mode à un moment donné où on faisait les stérilisations vraiment beaucoup plus jeunes. Ça pouvait même se faire vers 3, 4, 5 mois d'âge. Mais maintenant, il y a plusieurs études qui ont été faites qui recommandent davantage d'attendre un petit peu plus tard. Alors, 6 mois, là, ça serait un minimum. Et même que chez les chiens de grande race, il y a plusieurs études qui suggèrent qu'on devrait même attendre plus vers 10, 11, 12 mois, même 14 mois, parce qu'il pourrait avoir une incidence sur certaines maladies des articulations. Là, je vous en reparlerai quand on verra les maladies principales des chiens. Alors, tout ça pour dire que pas avant l'âge de 6 mois. Et pourquoi on veut stériliser nos animaux? Bien, il y a plusieurs bonnes raisons. Alors, premièrement, des raisons de santé. On a moins souvent de cancer de la prostate ou de cancer des glandes mammaires chez les animaux qui sont stérilisés. Aussi, chez la femelle, une femelle qui n'est pas stérilisée, qui vieillit, ça va être très dangereux là, qu'elle développe une infection de l'utérus qu'on appelle une pyométrite. Alors, une infection de l'utérus, j'en ai un petit peu parlé là, quand on a parlé de la parturition, bien, ça peut devenir très dangereux. Puis quand ça dégénère, bien, l'animal peut même en mourir. Et ça devient urgent. Hein? C'est vraiment une chirurgie qui doit être faite d'urgence, sinon on va perdre notre animal.
Il y a aussi des raisons de comportement chez les mâles. Bien, généralement, si on ne stérilise pas les mâles, ils peuvent développer plus facilement de l'agressivité puis des comportements de vagabondage. Puis à ce moment-là, il y a plus de chances qu'ils se fassent frapper ou qu'ils se blessent. C'est vraiment ennuyant aussi quand les chiens mâles vont commencer à s'accoupler sur tous les objets, là. Et ne serait-ce que pour solutionner le problème de surpopulation animale, je pense que c'est vraiment pas responsable pour les propriétaires qui veulent, encore une fois, qui ne veulent pas faire d'élevage, de ne pas faire stériliser leurs animaux. Il y a tellement d'animaux qui sont sans propriétaire, les refuges sont pleins, alors si on ne veut pas avoir une portée avec notre chien, c'est important de le faire stériliser. Alors évidemment, il y a plusieurs mythes là, qui entourent la stérilisation, qui fait qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont récalcitrants à le faire. Ce qu'on entend souvent, c'est que votre animal va devenir obèse après la stérilisation. En fait, ce qui arrive, c'est que comme on recommande de faire la stérilisation après 6 mois, bien justement, après 6 mois, la croissance de l'animal diminue énormément. Le gros de sa croissance rapide est terminé. Alors, quand on fait stériliser l'animal, c'est pas la stérilisation comme en soi qui cause le fait que l'animal prend beaucoup de poids, c'est le fait que sa croissance est vraiment beaucoup moins rapide. Puis souvent, les gens, ils réajustent pas la quantité de nourriture à donner à leur animal. Ils continuent à le nourrir comme si c'était un chiot en grande croissance. C'est pour ça, surtout, que l'animal commence à prendre trop de poids. Un autre, c'est que votre chienne devrait avoir des chaleurs une fois au moins avant d'être opérée. Alors ça, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, dans le passé, c'était quelque chose qu'on ne pensait pas qui était pertinent, qu'une chienne doit absolument avoir ses chaleurs avant d'être opérée. Mais maintenant, c'est pas le cas en général, mais pour les chiens de grande race qui ont tendance à faire des problèmes au niveau des articulations, il y a des cas où on pourrait vraiment recommander qu'elle ait une fois ses chaleurs avant d'être opérée. Fait que ce mythe-là, ça peut être vrai parfois. Un autre, ma chienne devrait pouvoir avoir une portée avant d'être opérée. Ben non, ça n'a rien à voir. Même qu'il faut réaliser, il y a beaucoup de gens là, qui ont une idée très romantique d'avoir une portée de chiot à la maison, mais c'est vraiment énormément d'ouvrage, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent aussi, hein, s'occuper des chiots, les nourrir, les faire vacciner, les faire vermifuger. Puis il faut toujours penser que si au moment de la mise bas, notre animal, il y a des complications puis qu'il faut qu'elle ait une césarienne d'urgence, ben, il faut avoir le budget pour faire face à ça aussi. Un animal peut, s'il n'y a pas de césarienne, quand on a besoin d'une, mais elle va mourir là, de la mise bas, puis les chiots aussi là, vont décéder. Un autre mythe, mon chien ne sera plus lui-même. Non, ça non plus. L'animal ne va pas changer de tempérament suite à la stérilisation. En fait, c'est ton animal qui vieillit, qui va changer de tempérament, qui va devenir adulte. Mais la stérilisation ne devrait pas avoir d'impact ou devrait avoir un impact plutôt positif, là, comme on a parlé au niveau des problèmes d'agressivité chez le mâle. Mais normalement, la stérilisation devrait au contraire avoir un impact positif. Maintenant, on va parler du développement des chiots. Vous allez remarquer que dans vos notes de cours, il y a vraiment beaucoup d'informations puis beaucoup de dates. Je ne vous demande pas tout savoir ça. Voici les points là, sur lesquels je veux que vous insistiez, malgré que c'est intéressant de le lire comme il faut, là, les informations dans vos notes, mais voici ce que je veux que vous appreniez vraiment comme il faut par cœur. Alors, à la naissance, les chiots vont être sourds, aveugles, ils ne marchent pas. Alors, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la mère va stimuler les petits en les léchant à la naissance, mais c'est pour stimuler là, leur respiration au départ. Ensuite, les chiots sont poikilothermes, ça veut dire qu'ils sont incapables de contrôler leur température corporelle. C'est pour ça que c'est si important qu'ils soient toujours près de leur mère, de leurs frères et sœurs pour rester au chaud, pour ne pas développer d'hypothermie. Aussi savoir que pendant le premier mois, le chiot a besoin de l'action stimulante du léchage de sa mère au niveau de sa région périanale pour pouvoir uriner et déféquer. C'est très important. On appelle ça le réflexe anogénital. Alors ça, c'est une autre information là, que je veux qu'il soit connue. Et savoir que les yeux et les oreilles s'ouvrent vers l'âge de 10 à 14 jours de vie des chiots. Voici, ça termine la partie 2 du chapitre du chien. Alors, si jamais il y avait des choses que vous n'avez pas bien compris là, pendant l'écoute du vidéo ou la lecture des notes de cours, prenez les questions en note, puis on pourra en rediscuter au prochain cours. Ça va être très important d'écouter ce vidéo-là avant le prochain cours de jeudi prochain, puisque on va continuer la matière avec la partie 3 du chapitre du chien. Merci beaucoup tout le monde. Bye!